Mais quel est le contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Le contexte est marqué par une décapitation de la démocratie, un bafouement de l'état de droit et une restriction, sinon un élan d'annihilation, de suppression des libertés politiques, des libertés fondamentales. C'est le contexte qui est le nôtre. Souvent, quand nous parlons, certains pensent que nous disons des choses qui ne tiennent pas. Mais vous le savez que depuis 3 ans, depuis 4 ans, nous ne sommes plus dans un contexte de liberté, nous ne sommes plus dans un contexte d'état de droit, nous ne sommes plus dans un contexte de démocratie. Il est bon que notre Conseil national, qui se tient dans ce contexte, puisse se pencher sur cette question. Voilà la raison, voilà l'explication, voilà pourquoi nous avons pris ce thème. Lorsque nous sommes dans un contexte où l'état de droit, la liberté et la démocratie sont bafoués, nous pouvons raisonnablement dire que le contexte n'est plus celui de la démocratie. Donc, et si le contexte n'est pas celui de la démocratie, le contexte est automatiquement celui de la dictature et du despotisme. Voilà pourquoi nous devons aussi nous pencher là-dessus. J'ai l'habitude d'expliquer, de constater avec vous que la rupture, au lieu d'être une rupture avec les mauvaises pratiques qui ont jalonné le régime, le pouvoir du changement et de la refondation, non, la rupture est apparue comme une rupture avec les principes démocratiques et un renouement avec les pratiques du changement refondation. C'est ce changement, c'est cette mutation qui apparaît comme une imposture qui crée le problème que nous avons actuellement dans notre pays. Certains qui ne comprennent pas, nous sommes obligés de leur réexpliquer la même chose sous plusieurs angles, sous plusieurs coutures. La rupture a été appelée de tous nos voeux. Pourquoi? Parce qu'elle était conçue comme rupture avec les mauvaises pratiques, la mauvaise gouvernance, les errances, les dérives, le leadership pathologique de la refondation et du changement. C'est contre ce pouvoir pervers du changement et de la refondation qu'il fallait faire une rupture. Et c'est pour ça que nous avons travaillé à la rupture. Principalement, nous avons travaillé au nouveau départ, qui est le programme initial pour lequel notre parti a travaillé, et chemin faisant, pour pouvoir donner l'assaut final aux mauvaises pratiques du changement et de la refondation, il y a une coalition qui s'est ajoutée à l'initiative de départ, qui est le nouveau départ, pour être la coalition de la rupture, avec l'engagement de rompre définitivement avec le changement et la refondation qu'incarnait de triste mémoire le président Yahya Boni. Donc, j'insiste, la rupture est une rupture avec les pratiques de Yahya Boni, du changement et de la refondation. Mais que s'est-il passé? La rupture n'est plus ça, mais la rupture est devenue rupture avec la démocratie, avec l'état de droit, avec le renouveau démocratique. Et qu'est-ce que nous avons observé? La rupture est devenue renouement avec les mauvaises pratiques dont elle avait la promesse, le serment et l'engagement de rompre, avec lesquels elle avait la promesse, le serment et l'engagement de rompre. C'est cette imposture qui crée le problème et qui a nui dangereusement à la liberté, qui a nui à l'état de droit, qui a nui à la démocratie, au point même de nuire à la vie des citoyens de ce peuple. Voilà la problématique qui est la problématique autour de laquelle nous devons nous pencher sérieusement. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes politiques. Et parfois même, la politique, toute la politique est une affaire d'opinion. Et l'opinion est ce qui fait la politique fondamentalement. Il est normal que nous réajustions notre raisonnement, notre perception, que nous affinions nos yeux sur cette question. Et c'est la tâche à laquelle nous vous convions aujourd'hui. Une fois que nous avons montré le contexte, une fois que nous avons réexpliqué ce que c'est que la rupture sans rentrer dans les détails,
Parce que vous le savez, lorsque Patrice Talon, pour un exemple, et nous allons voir dans les ateliers, quand il voulait prendre le pouvoir, il a dit que le pouvoir exécutif est surpuissant et qu'il faut casser cette surpuissance. Mais le pouvoir de la rupture n'est pas seulement surpuissant, mais est méga puissant, est méga surpuissant. Et il faut casser ça. Si lui-même avait pensé que le pouvoir surpuissant de la refondation, du changement était surpuissant et qu'il faut casser ça, lorsque son propre pouvoir devient méga puissant, il doit savoir que nous devons casser cela. C'est une règle normale. Voilà, c'est un exemple. Je ne veux pas m'éterniser sur les exemples. Je donne quelques dérives. Vous voyez par exemple tout ce qui se passe, la restriction des libertés. Hier même, il y a eu une fête, ou avant-hier, non? Il y a eu la fête des croyances endogènes. Je ne parle pas de religion, des croyances endogènes. Et au cours de cette fête, il y a eu des autorités administratives qui ont pris des décisions d'interdire la manifestation de certaines divinités dont l'essence est de parcourir les rues. L'essence de certaines divinités, c'est de parcourir les rues. Ces divinités n'ont d'autres endroits que les rues, que les places publiques. Et je viens d'un milieu où les divinités sont fortes. Je viens d'Abomey, je suis Nago, je suis Yoruba. Et nous savons qu'il y a des processions de nos divinités. Pour passer d'un endroit à un endroit, il y a les processions. L'autorité administrative interdit la manifestation des divinités dans leur espace, dans leur réalité, encore que alors même que c'est une fête qui est reconnue par les lois de la République. C'est des manifestations de restriction des libertés. Et il faut réfléchir là-dessus. Les exemples sont légion et je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Mais face à ces dérives de la rupture, ces dérives qui ont atteint leur maximum avec l'exclusion de tout un peuple des élections législatives, en omettant même la définition du peuple, la définition du pouvoir législatif, la définition du Parlement. Je ne vais pas vous ennuyer avec des citations de grands auteurs, mais il y a Kant qui a dit que le Parlement, c'est la réunion du peuple, de l'ensemble du peuple, et que c'est le peuple uni qui doit être représenté au sein d'un Parlement. Alors, est-ce que le Parlement qui est à Porto-Novo est la représentation de l'ensemble du peuple uni? Non. Je vous explique plusieurs fois. Ce Parlement n'est pas un Parlement, parce que ce n'est pas le peuple uni qui est là-bas. C'est les copains, les copines, les coquins, les amis de Patrice Talon et de ses proches qui sont là-bas. C'est les gens qui sont soumis à Patrice Talon qui sont là-bas. C'est ça ce qu'il faut voir. Ces personnes ne représentent pas le peuple. Et lorsque le peuple n'est pas représenté, il n'y a pas la démocratie. Parce que toute la politique représentative et démocratique est fondée sur le peuple. Vous aurez l'occasion d'évoquer ces choses. Et le peuple qui a été exclu s'est manifesté et a donné une raclée cinglante au pouvoir le 28 avril. Ce peuple s'est manifesté et c'est ce peuple qui a inauguré et posé les bases de la résistance nationale. La résistance nationale a été déclenchée par ce peuple et l'acte de naissance, le point de départ est le 28 avril où ce peuple a résisté. Mais cette résistance du peuple, le peuple l'a manifesté dans les urnes. Et pour la première fois dans notre pays, un pouvoir, quelqu'un qui est au pouvoir, qui a tous les moyens, qui a persécuté, a eu un score de moins de 4%. Ce pouvoir a eu moins de 4%. Il a fallu toutes les gymnastiques, toutes les élasticités pour amener à 23 et à 27. Parce qu'ils savent que s'ils amenaient à 28, l'élastique va rompre, la tension va rompre, il n'y aura plus de raideur, ça va se casser. Et à 27, vous voyez qu'ils sont à moins du quart, à moins du tiers. Donc c'est tout le peuple qui les a rejetés. Tout le peuple les a rejetés. Et comme réaction à cette attitude du peuple,
vous savez tout ce qui a suivi. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Je voudrais saluer la mémoire de toutes ces victimes innocentes. Et si ceux qui suivent mon discours doivent savoir que j'ajoute toujours le mot innocent, aux victimes. Ceux qui ne sont pas des innocents ne doivent pas être mêlés à ceux qui sont des innocents. Je parle des victimes innocentes parce que je suis foncièrement contre la violence. Et ce matin, au réveil, quand je consultais ma page Facebook, j'ai eu la joie de voir une publication que j'avais faite il y a 6 ans sur ma page Facebook en citant Yankelevitch sur la question de la violence, où Yankelevitch disait que la violence est l'âme des faibles. Et je citais, je paramétrais, je mettais en perspective cette citation de Yankelevitch avec une citation de Pierre Bourton qui citait Jacques Chirac en disant on greffe le foie, on greffe le cœur, on greffe le poumon, mais on ne greffe pas les couilles parce que dans notre pays, personne n'en a. Il n'y a pas de donneur de couilles. C'est une citation qu'on rattache à Jacques Chirac. Pour montrer mon profond attachement à la non-violence. Et c'est ça que nous avons proposé à la résistance, la non-violence. Parce que nous sommes convaincus, de par notre expérience, qu'on ne peut pas affronter un régime dictatorial par la violence. Parce que le régime dictatorial est par essence un régime violent qui s'est organisé pour la violence. Et si vous lui opposez la violence, vous jouez sur son terrain, vous jouez dans sa catégorie et il est à l'aise. Nous avons indiqué cela à tout le monde. Et lorsque les gens étaient incapables de suivre ça, nous avons commencé par faire des publications sur notre page Facebook pour dire à tout le monde le danger qui consistait à utiliser la violence. J'allais jusqu'à citer des auteurs. Par exemple, Thomas Paine. J'avais l'habitude de citer Thomas Paine en disant une armée de principe peut aller là où une armée de Kalachnikov de soldats ne peut pas aller. C'est Thomas Paine qui disait ça. Une armée de principe peut aller là où une armée de Kalachnikov et de soldats ne peut pas aller. J'ai expliqué. Je suis allé jusqu'à prendre les exemples sur l'immense travail d'un auteur, d'un politologue américain, Jenny Chap, qui a travaillé, qu'on appelle le Machiavel de la non-violence. J'étais obligé de faire plusieurs citations de Jenny Chap pour expliquer aux gens pourquoi nous ne devons pas céder à la violence. Je n'ai pas été écouté, notre parti n'a pas été écouté. Et curieusement, c'est les traîtres, les bobos diouf, les comédiens, les irrésolus, les jouisseurs, les indolents, qui ne comprennent rien pratiquement à comment conduire une lutte de résistance, c'est eux qui ont été à l'origine, qui ont permis, qui ont servi de prétexte aux despotes pour s'attaquer à la vie des paisibles citoyens. Ces traîtres qui étaient tapis dans nos rangs n'avaient de cesse que de chercher à travers nous des boucs émissaires. Quel problème nous avons au restaurer l'espoir? Nous n'avons aucun problème. On n'a aucun problème. Notre souci était le souci des valeurs et des principes, c'est tout. Alors qu'eux autres, ils étaient venus pour régler pour des règlements de compte particuliers avec leurs anciens associés. Nous avons dit, on ne peut pas substituer l'objet de la résistance à des querelles de personnes, à des règlements de compte personnels. Je l'ai dit à chaque fois. Pendant que ces trouillards, ces tocards rivalisaient à dire que le discours, on ne peut pas faire de discours, on ne peut pas parler aux populations, d'allumer des torches, de prendre des goumettes, des gourdins, j'allais dire, pour aller affronter les canons et les chars du despote. Ces traîtres circulaient partout et voulaient voir en nous des boucs émissaires. Ils n'ont qu'à bien nous regarder. Nous sommes des gens dignes et fiers. Nous n'avons aucun problème. Je n'ai jamais négocié quoi que ce soit avec personne.
Et le parti n'est dans aucune complicité avec personne. Notre souci et notre seul problème a été ce que nous avons toujours dit et revendiqué. La liberté, la démocratie, l'état de droit, les acquis de la conférence nationale. Et c'est ça que nous avons dit comme et contribué à faire accepter, à faire adopter, et c'est ça qui constitue l'objet de la résistance. Ensuite de cela, lorsqu'il y a eu des morts, nous avons ajouté la réhabilitation de la mémoire des victimes à l'objet de la résistance. Et puisqu'il y a eu des morts, il faut clarifier, il faut situer les responsabilités, il faut rendre justice aux victimes. Nous connaissons les tueurs, nous connaissons les commanditaires, tout le monde les connaît. Mais ces traites-là, qui jouent à de la comédie, et qui ces derniers jours là jouent à de la comédie que vous connaissez, pensent, fait table rase des morts, des victimes, et pensent qu'ils peuvent faire leur comédie, et dire à toute l'opposition de les rejoindre. C'est du pipeau. Ils ne comprennent rien du tout à la politique. Rien du tout. Je pense que nous devons expliquer aux populations ce qui se passe. Restaurer l'espoir a joué sa partition totale. Nous avons rempli nos obligations intellectuelles dans la résistance. Nos obligations opérationnelles, tactiques. Nos obligations financières. Nous ne nous reprochons rien du tout. Mais posez la question aux autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est leur part? Ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que nous dénonçons les traites. Et nous allons demander qu'ils soient dénoncés et combattus comme traîtres. Nous devons également féliciter les braves, ceux qui sont restés loyaux, fidèles. Au rang de ces personnalités, nous avons le président Soglo, qui est resté fidèle, loyal à la résistance. Son épouse, Madame Rosine Vieira Soglo, malgré son âge, je ne parlerai pas de son état de santé, qui sont restés fidèles. Mais ceux qui sont venus chercher des autostops électoraux et qui se sont fourvoyés, nous sommes en train de les voir. Les mêmes sont en train de développer leur dernière comédie. Chers amis, chers délégués, après cette sortie pour vous expliquer, et nous allons réexpliquer cela en profondeur quand la presse va partir, quand nous allons faire sortir les personnes qui ne sont pas invitées, qui ne sont pas des nôtres et qui sont venues ici, quand nous allons vérifier les mandats, les faire sortir, nous allons parler et expliquer les choses avec des arguments précis. Et vous allez voir et situer les responsabilités. Quelles sont les grandes orientations de ce Conseil national? Ce Conseil national, comme l'ont dit le présentateur, et comme l'a dit le présentateur, et l'a aussi dit le coordonnateur de Cotonou, nous allons d'abord, en un premier temps, examiner le bilan de la résistance par rapport au parti Restaurer l'espoir. Et cet examen va nous amener à demander la refondation, la restructuration et le recentrage de la résistance sur son objet. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous allons, et vous devez le faire, comme orientation, vous devez faire le bilan de la résistance par rapport au parti Restaurer l'espoir et par rapport aux attentes des populations. Et nous souhaitons que nous aboutissions à un appel à la refondation, à la restructuration et au recentrage de la résistance nationale sur son objet. Cela nous permettra également de savoir que c'est le mécontentement, l'expression du mécontentement populaire
qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est l'expression du mécontentement populaire contre le régime pervers, despotique de Patrice Talon. C'est ça ce qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est de tirer les conséquences en faveur du peuple de l'acte posé par ce peuple le 28 avril 2019. C'est ça la résistance. La résistance, c'est se battre, se donner, se sacrifier pour les libertés, pour plus de liberté, pour la réhabilitation de l'état de droit et pour la promotion et le rétablissement de la démocratie. C'est ça la résistance. Rien d'autre ne s'appelle la résistance. Une fois que vous allez réfléchir sur ça, vous allez aussi voir que résister, c'est s'organiser. Résister, c'est s'organiser. J'ai l'habitude de dire les 5 piliers essentiels pour une organisation politique qui veut faire face à un régime de dictature. Ces 5 piliers, vous allez réexaminer et leur trouver un contenu qui soit adapté à la circonstance actuelle. C'est l'objet de la résistance, l'objet du combat. Il faut s'entendre, fixer, fermer les éventails sur l'objet du combat. Il faut définir une stratégie, deuxième point. Il faut mettre le cap sur une organisation disciplinée. Il faut parler de l'intendance, des moyens du combat. Et il faut désigner les figures qui vont incarner ce combat. Les traîtres, ceux qui sont corrompus, on ne les met pas devant. Ceux qui ont trop de dossiers, on ne les met pas dedans. Ceux qui sont dans des complicités douteuses, on ne les met pas dedans. Ceux qui ont failli, on ne peut pas les mettre dedans. Ceux qui sont faibles, on ne peut pas les mettre dedans. Les comédiens, on ne les met pas dedans. Les roublards, on ne les met pas dedans. La figure du mécontentement populaire doit être une figure crédible, courageuse. Vous devez réfléchir à cela. Il y a aussi quelque chose sur lequel vous devez réfléchir. La qualité de notre discours. Quel que soit ce que les gens disent, nous avons le meilleur discours. Parce qu'on ne peut pas vouloir agir sans faire comprendre à ceux qui vont agir ce pourquoi ils veulent agir. Vous voulez que le peuple s'organise et aille dire non aux despotes. Mais vous devez, dans votre rôle d'encadrement, expliquer au peuple pourquoi. Il faut aller dire au peuple pourquoi. Et pour pouvoir dire au peuple pourquoi, il faut comprendre soi-même pourquoi. Théoriser ce pourquoi. Et rendre pédagogique ce pourquoi. Et aller à la sensibilisation, à la mobilisation et à l'organisation de ce peuple. Le plus puissant contre un dictateur, ce ne sont pas les leaders de l'opposition. Le plus puissant que le dictateur craint, ce ne sont pas les leaders, c'est le peuple. Le dictateur craint le peuple, le dictateur ne craint pas les leaders de l'opposition. Le dictateur, aucun dictateur n'a jamais craint ceux qui conduisent les peuples. Mais les dictateurs craignent le peuple. Parce que ceux qui conduisent les peuples peuvent être arrêtés, persécutés, poussés à l'exil, même tués. Mais on ne peut pas tuer tout un peuple. Notre capacité se retrouvera dans notre intelligence à interposer entre nous et le dictateur, le peuple. Et pour le faire, il faut aller parler au peuple. Expliquer ce que le dictateur fait qui est mauvais au peuple. C'est ça la question. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'irez nulle part. C'est pour cette raison que le dictateur supprime les libertés, monopolise les organes de communication, la presse et tout et tout. C'est pour ça que le dictateur persécute jusque sur Internet. C'est pour ça qu'ils ont pris toutes ces lois de restriction des libertés. C'est pourquoi lorsque même vous publiez quelque chose qui vous a été transféré par un autre, le dictateur vous persécute. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne. C'est l'omerta. Le dictateur est mafieux.
Et la mafia, c'est la loi de l'omerta. Quand nous, on était jeunes, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Mais comment on arrivait à mobiliser, à galvaniser le peuple? C'est ça, sur ça que vous allez réfléchir. Ce n'est pas Talon qui est fort, ce n'est pas la rupture qui est fort, c'est le casting politique qui lui fait face, qui n'existe pas, qui est de mauviette. C'est ce casting qui est un casting de jouisseurs, de comédiens, de ceux que j'appelle Bobo Diouf. Donc, notre discours, vous devez veiller à intensifier notre discours, à vulgariser notre discours, parce que c'est un discours de principes et de valeurs. C'est un discours qui explique au peuple ses droits. Regardez, on met 83 personnes là-bas, les 83 personnes volent une constitution. Après avoir volé le pouvoir législatif, ils volent la constitution elle-même. Et après ça, les 83 disent, nous amnistions tous ceux qui ont tué. Et il se trouve parmi nous quelqu'un, j'ai lu Jeune Afrique, et Tokpanou, le professeur Tokpanou, j'ai lu dans Jeune Afrique, sous réserve que ce n'est pas lui qui a parlé, sous réserve que ce que j'ai vu dans Jeune Afrique n'est pas de lui, il déclare que Yahi Boni a été amnistié. Et que Yahi Boni a envoyé les Yarou aller porter ses préoccupations au pseudo-dialogue. Et parmi ces préoccupations, il y a l'amnistie. Donc Yahi Boni est amnistié là. Donc c'est un amnistié. Je croyais qu'il était parti pour se soigner. Je n'ai jamais cru, même lorsque le président Patrice Talon, devant Boisbouvier et Perelman, mais parlait il peut venir maintenant parce qu'il y a l'amnistie. Il peut venir maintenant parce qu'il y a l'amnistie. Donc c'est un amnistié. C'est qu'en 2 jours, est venu raser les murs. Et dire qu'on s'organise autour, qu'on se réconcilie autour d'un objet de fraude qu'on a taxé de diabolique, alors qu'il y a eu des morts, alors qu'il y a eu tout ça. Je ne crois pas encore. Comme le disent les chercheurs, anthropologues ou archéologues, je vais réexaminer les éléments, les collectes des fouilles. Je vais les passer à la datation carbone pour voir si ça date réellement de ce qu'on est en train de dire. Donc, devant cette situation, il est important que chacun d'entre vous puisse réfléchir et prendre la conscience de la situation. Vous devez être conscient de cette situation. Vous devez réfléchir sur cette situation. Vous devez être sans état d'âme. À partir de cet instant, vous n'avez plus de scrupules, vous n'avez plus d'état d'âme, vous n'avez plus de concessions à faire à personne. C'est à votre conscience pour pouvoir prendre des mesures conservatoires, à la fois contre ces traites et pour protéger les intérêts du parti et les intérêts de la population. C'est aussi une tâche ce soir. Avant de quitter ici, vous devez trouver des moyens pour pouvoir prendre des mesures conservatoires face à ce que nous observons. Et puis, je vais aussi vous faire quelques confidences avant de terminer. Ce qui se passe, je l'avais vu venir et j'avais prévenu. Au cours d'une séance chez le président Soglo, lorsque cette affaire, cette comédie de Bobo Diouf a commencé, j'ai décrit au détail près leur comportement. J'ai dit jusqu'à ce qu'ils sont en train de faire, j'ai dit au détail près ce qu'ils vont faire. J'ai même dit ce qu'ils feront après. Mais je leur ai prévu aussi leur fin catastrophique. Vous devez tirer leçon de ça, vous devez tirer des enseignements de ça et prendre les mesures conservatoires qui s'imposent. Tout en étant conscient que nous sommes dans un régime pervers, tout en étant conscient que nous sommes dans un état de non-droit. Parce que l'état de loi n'est pas nécessairement l'état de droit. L'inflation législative peut produire des lois, peut générer un état de loi qui soit éthiquement illégitime et qui soit une ruine de l'état de droit. Enfin,
Je vais évoquer quelques défis avec vous. Aujourd'hui, la marche du monde, la géopolitique a changé. Il y a eu des bouleversements. Ces bouleversements au niveau mondial ont des répercussions dans notre sous-région. Et ont des répercussions ici aussi, au Bénin. Ces bouleversements ont des répercussions sur les principes, la diplomatie internationale des valeurs et des principes, et en collision avec la diplomatie internationale du business et de la géopolitique. Vous devez voir les conséquences de cette interférence sur le Bénin, sur ce qui se passe au Bénin. Et je vais répéter une phrase que j'avais avancée quand on faisait les vœux de Nouvel An ici. Il semble que certains gouvernements de la sous-région ont reçu les cartes blanches pour tordre le cou à la liberté, à l'état de droit et à la démocratie. Vous allez essayer de mettre cette phrase-là en perspective avec ce qui s'est passé dernièrement, qui se passe, que je ne vais pas évoquer ici, je vais évoquer quand nous serons dans les choses-là. L'autre défi sur lequel vous devez réfléchir et apporter des solutions est comment réhabiliter l'image ternie du Bénin. L'image du Bénin est ternie. Vous devez réfléchir là-dessus. Vous devez chercher des solutions. Nous ne sommes plus, ce qui est inscrit dans notre préambule de notre constitution, nous ne sommes plus pionniers de la démocratie. Il y a un État voisin qui est allé jusqu'à traiter le Bénin d'État contrebandier, au point même de fermer ses frontières. Dans les relations internationales aujourd'hui, nous ne pesons plus rien du tout. Vous devez veiller à cela. Vous devez veiller aussi à comment faire, comment agir pour qu'il y ait la cohésion, la réconciliation, l'unité nationale et la paix dans notre pays. C'est fondamental. Nous voulons la paix. Nous voulons nous réconcilier. Nous voulons la cohésion nationale. Parce que sans la cohésion nationale, sans la paix, sans la réconciliation, nous ne pouvons pas avoir les conditions pour un développement équilibré, un développement durable. Nous ne pouvons pas le faire. J'avais dit à certains, quand j'étais au gouvernement, j'avais dit à certains, le tout ne suffit pas pour un gouvernement de réaliser telle ou telle chose. Le plus important est de s'assurer de la pérennité de ce qu'on a fait quand on était au gouvernement. Si je pose une pierre, ça ne veut rien dire. Mais comment la pierre que j'ai posée va traverser les générations et qu'après moi, cette pierre puisse être une référence pour que d'autres puissent construire là-dessus. Parce que si nous voyons ce qu'un ancien président fait, le nouveau président détruit tout. Ce que le nouveau président fait, l'autre président aussi, qui va venir après lui, va tout détruire. C'est pour ça, sur les grands sujets, sur les grands fondements de la République, lorsqu'on veut toucher aux grands piliers de la République, il faut un consensus. Il faut s'entendre là-dessus. Vous allez réfléchir comme défi sur comment nous allons faire pour recréer la cohésion, la réconciliation dans notre pays. Et cela passe par le dialogue. Ce qui a été fait en octobre, pratiquement, n'est pas un dialogue. Il n'y a jamais eu de dialogue au Bénin. Il y a un monologue. Je ne veux pas employer un mot pour vous faire rire. Il y a une synchronisation. Je ne veux pas dire le mot, mais je vais dire un autre mot qui s'y approche. C'est un perroquetement. On a perroqueté. C'est comme quelqu'un a fait répéter des mots au perroquet. Parce que ceux qui s'étaient retrouvés dans cette salle-là, ils ne peuvent pas de raisonnement. Ils n'ont pas de raisonnement. C'est ce que le chef a dit de dire, qu'ils disent, c'est tout. Vous devez réfléchir là-dessus. Je voudrais vous dire que le Bénin est en plein naufrage. Et vous devez être comme des secouristes, des marins secouristes, pour aller sauver ce Bénin. Nous sommes en plein naufrage. Et le naufrage continue. Et nous approchons des blocs de rochers sous-marins et qui vont écraser, pulvériser complètement l'épave. C'est pour empêcher cela que le Conseil se tient, pour que vous contribuiez aux côtés d'autres forces qui existent quand même,
pour contribuer aux côtés de votre force à redresser la barre et à réhabiliter l'image de notre pays. Je sais que chacun de vous tiendra bien compte des comportements pervers que nous avons décrits, mais chacun de vous tiendra aussi compte des espoirs qui pointent à l'horizon pour faire d'excellentes contributions tout à l'heure dans les débats généraux et ainsi que dans les ateliers. Je voudrais, avant de terminer mon propos, insister sur quelque chose. Vous devez décrypter le comportement de chaque acteur sur l'échiquier politique, le comportement de chaque composante de la résistance nationale, et sans complaisance, nous dire ce que vous voulez qu'on fasse. En ce qui concerne les débats que nous avons eus ces derniers temps, qui tournent autour de la légalité ou de la non-légalité du parti, je vais vous dire quelque chose. Notre parti a fêté 13 ans. Et tout le monde sait dans ce pays que la légalité ou la non-légalité d'un parti politique n'est pas une affaire technique. Ce n'est pas une affaire administrative. C'est une affaire politique, purement politique. Il n'y a rien de technique. Il n'y a rien d'administratif. C'est politique. Et si c'est politique dans un contexte de dictature, vous comprenez ce que c'est. Êtes-vous prêt à aller à Canossa ou voulez-vous garder votre dignité? Vous devez donner la réponse. C'est en fonction de votre réponse que nous allons formaliser ce que nous voulons faire. Dans un cas comme dans l'autre, nous n'avons jamais dérogé à la tradition de déposer nos dossiers au ministère de l'Intérieur chaque fois que nous finissons une grande réunion. Depuis 13 ans, nous avons déposé à chaque réunion nos documents au ministère de l'Intérieur. À l'issue des travaux, nous allons déposer encore nos documents au ministère de l'Intérieur. Et nous savons que nous n'avons aucun obstacle administratif, aucun obstacle technique, aucun obstacle financier, mais l'obstacle sera politique. Et nous allons y faire face politiquement.